la journée d'hier lundi a été mouvementée à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Des affrontements entre étudiants et forces de l'ordre, bâtiments saccagés, véhicules incendiés. Le calme est revenu sur le campus. Le chef de l'État s'est prononcé sur le sujet. Agression en bande armée, agression à l'arme blanche. Les Abidjanais ont le sommeil troublé. Qui sont ces gangsters qui opèrent dans les bars et autres lieux publics d'Abidjan? Que font les forces de l'ordre pour y mettre fin? Des réponses tout à l'heure. 4 blessés, dont 2 dans un état critique. Un jeune réfugié afghan de 17 ans a commis une attaque à l'arme blanche dans un train dans le sud-est de l'Allemagne. Il a été abattu par la police. L'attaque est revendiquée par l'organisation État islamique. Bonjour à tous. Il est rentré hier soir de Kigali au Rwanda. Le chef de l'État ivoirien y était pour la 27e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Entre autres sujets débattus, la situation au Soudan du Sud, le financement de l'Union africaine, les rapports des pays africains avec la CPI, la succession de Dlamani Zuma à la tête de l'institution, la déclaration du président ivoirien après cette rencontre à Kigali avec Abiba Dambélé. Nous rentrons de Kigali où nous avons pris part au 27e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui avait pour thème central 2016, année africaine des droits de l'homme, avec un accent particulier sur les droits des femmes. Je voudrais tout d'abord remercier très chaleureusement mon ami et frère, le président Kagame, ainsi que le peuple rwandais pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, une hospitalité toute particulière et toutes les marques d'attention dont notre délégation a été l'objet, et dire que nous avons été fort impressionnés par le Rwanda, un petit pays qui fait le 10e de la Côte d'Ivoire en superficie, la moitié de la population, mais un pays qui avance avec les meilleurs indicateurs économiques, sociaux comme de gouvernance. C'est une ville, Kigali, de 2 millions d'habitants, qui nous a frappés par la propreté. Je rêve que la Côte d'Ivoire, qu'Abidjan, soit un jour aussi propre que Kigali. Alors, au cours du sommet, nous avons examiné plusieurs questions essentielles pour notre organisation, notamment le financement de l'Union africaine, qui a fait l'objet d'une session spéciale, donc le samedi après-midi, ainsi que le budget 2017. Nous avons, à huis clos, discuté longuement de la possibilité de la création d'une zone de libre-échange, de commerce, au niveau du continent africain, et en séance plénière, la question des droits de l'homme et la promotion de la femme. Et bien évidemment, un point important du sommet concernait l'élection des membres de la Commission de l'Union africaine, à commencer par le président de la Commission. Alors, au cours du sommet, nous avons procédé à un événement, je trouve, important, historique, qui a été le lancement du passeport de l'Union africaine. C'était un moment de grande émotion et tous les chefs d'État ont, par la suite du président Idriss Déby, président de la conférence, et du président Kagame, président du pays hôte, pu s'enregistrer et obtenir ainsi le passeport de l'Union africaine. Alors, concernant le thème principal, les chefs d'État ont reconnu que les droits de l'homme et la promotion de la femme sont une responsabilité collective et que chaque État doit mettre en œuvre les meilleures pratiques et les mesures nécessaires pour que cela puisse évoluer, notamment au plan économique, en ce qui concerne l'accès au financement, c'est le cas chez nous avec le FAFSI, au plan politique, avec une meilleure représentativité dans les instances de décision. Nous sommes sur la bonne voie, selon Madame la ministre chargée de promotion de la femme, et bien sûr, meilleur accès à l'éducation, à la santé. Et donc voilà, la Côte d'Ivoire fait tous les efforts nécessaires, mais ce que nous retenons, c'est que nous devons faire encore plus. Nous devons accélérer nos efforts en ce qui concerne la promotion du genre.
Alors les chefs d'État se sont engagés tous à faire ce qu'il faut dans leurs pays respectifs pour qu'il en soit ainsi. Alors, s'agissant du financement de l'organisation, plusieurs schémas nous ont été proposés, mais en définitive, nous sommes accordés sur le schéma en vigueur au niveau de la CEDEAO et de l'Union monétaire ouest-africaine, c'est-à-dire le prélèvement d'une certaine proportion sur les importations des pays qui seraient éligibles. C'est ainsi que, comme vous le savez, au niveau de la CEDEAO, le prélèvement est de 0,5% des importations hors zone CEDEAO. Au niveau de l'UMOA, c'est de 1% hors zone UMOA. Et pour l'Union africaine, le taux qui a été relevé est de 0,2% sur les importations. Alors, ceci est une décision importante parce que cette mesure, si elle est appliquée rigoureusement, permettra à l'Union africaine de lever 1,2 milliard de dollars dès l'année prochaine, comparé au budget actuel de 400 millions de dollars. Donc cela veut dire que nous pourrons tripler le budget de notre Union et surtout que son financement sera assuré par les Africains. Car à la date d'aujourd'hui, les 2/3 du financement sont donc soutenus par l'extérieur, notamment l'Union européenne, la Chine, les États-Unis et les Nations unies. Alors évidemment, nous sommes totalement en faveur de cette décision. D'ailleurs, la personne chargée de ce dossier était le président Donald Kaberuka, l'ancien président de la BAD, qui est venu nous voir en début de semaine. Et nous étions accordés de le soutenir. Et nous avons rencontré le président Kagame la veille de la réunion pour nous accorder également. Donc cette décision a été adoptée et je crois que nous avons apporté notre contribution. Mais en le faisant, nous avons insisté sur la nécessité pour les pays membres de l'Union de payer leurs cotisations. Avant le sommet, seulement le tiers des pays étaient à jour de leurs cotisations. Mais fort heureusement, avec le vote du président de la Commission, tous les pays ont payé les arriérés. Nous avons insisté sur la nécessité pour chaque État d'être à jour de ses cotisations et de payer les arriérés et surtout de payer les cotisations de manière régulière. L'avantage du système qui est mis en œuvre, cela permettra de faire des prélèvements directement sur les importations, les bloqués à la Banque centrale qui pourra les transférer au niveau de l'Union africaine. Alors, au plan économique, nous avons échangé sur la nécessité de mettre en œuvre une zone de libre-échange afin de promouvoir le commerce entre les pays africains, et comme cela se fait déjà au niveau de la CEDEAO. Je crois que c'est une étape importante. Je dois dire que la mise en œuvre ne sera pas facile dans les autres zones, mais la CEDEAO est bien en avance et notre expérience pourra aider les autres régions africaines à adopter cette mesure. Alors, s'agissant du point clé qui concernait l'élection du président de la Commission, évidemment, cela a fait l'objet d'échanges et de votes électroniques, c'est ce qui nous a permis de faire, je crois, 7 ou 8 scrutins en 40 minutes avec 54 pays membres. Et la position de la CEDEAO avait été de demander le report de cette élection pour permettre une meilleure coordination des points de vue. Et fort heureusement, le résultat du vote n'a pas permis d'élire le président de la Commission. Donc, de facto, la rencontre pour l'élection du président a été reportée au mois de janvier, en janvier 2017, à l'occasion du sommet d'Addis Abeba. En attendant, Mme Zuma et les membres de la Commission continueront donc d'assurer le fonctionnement de notre institution et ceci permettra donc d'avoir des élections en janvier prochain. Alors, par ailleurs, Sa Majesté le roi Mohamed VI a informé les chefs d'État du retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Et cela est une très bonne nouvelle pour notre organisation continentale. Je voudrais saisir cette occasion
pour féliciter Sa Majesté pour cette décision importante. Le Maroc est un grand pays africain, un pays qui joue un rôle important dans les domaines de la sécurité, de la diplomatie, de l'économie et des finances. Nous avons toujours pensé que la place du Maroc est bien dans l'Union africaine et je suis heureux de cette décision courageuse du roi Mohamed VI et donc nous aurons l'occasion de lui adresser une correspondance pour le féliciter chaleureusement en notre nom, mais surtout au nom du peuple ivoirien qui a des liens d'amitié très forts avec le Maroc. Alors, en marge du sommet, j'ai pris part à l'invitation du président Paul Kagame à la réunion sur l'initiative Smart Africa. Alors, c'est un projet du secteur numérique qui permettra d'interconnecter l'ensemble des pays du continent à l'Internet haut débit. Cette réunion a enregistré la participation de nombreux chefs d'État, je crois presque 20 chefs d'État, et ceci nous a permis d'échanger sur les voies et moyens de supprimer les frais de roaming entre les pays membres de l'initiative Smart Africa. Évidemment, la Côte d'Ivoire en fait partie, et cela donc se fera ensuite avec l'ensemble des pays membres du continent. Alors j'ai profité de cette rencontre pour partager l'expérience ivoirienne avec tous les progrès importants que nous avons pu accomplir ces 5 dernières années. Et je pense que cette réunion était utile. Et la Côte d'Ivoire est en train de devenir un des pôles les plus performants en matière d'économie numérique et nous pouvons en être très fiers. Et surtout que cela contribue non seulement à la création d'emplois, mais également, bien sûr, à la croissance économique. Pour conclure, je peux dire que ce sommet a été un grand succès, non seulement pour la Côte d'Ivoire, pour la CEDEAO, mais également pour l'Afrique. Et il a permis aux chefs d'État et de gouvernement d'examiner des dossiers essentiels. Donc voilà, nous sommes heureux d'être de retour. Voilà, le chef de l'État est donc rentré hier de Kigali au Rwanda, où il a pris part à la 27e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. À l'université Félix Houphouët-Boigny, il y a eu des heures chaudes hier, échauffourées entre étudiants et forces de l'ordre. Des bureaux ont été saccagés et des véhicules incendiés par des étudiants en colère. Mais le calme est revenu sur le campus. Franck Quadio. Chaude ambiance ce matin à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, des étudiants, certains armés de pierres. Un affrontement entre étudiants et les forces de sécurité qui depuis plusieurs jours maintiennent l'ordre et le bon déroulement des activités académiques au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny, la franchise ayant déjà été le théâtre de diverses tensions. Pendant que nous étions préoccupés à maintenir l'ordre, un grand groupe d'étudiants sortis de nulle part ont perturbé ces cours. Et nous étions préoccupés à maintenir, n'est-ce pas, le bon déroulement des cours quand ils se sont attaqués au matériel dehors. En ce qui concerne les véhicules, les bâtiments administratifs, et ils se sont attaqués aux policiers. Le bilan que nous avons, on a 2 véhicules en moyenne qui ont été incendiés, 7 véhicules caillassés, policiers blessés. Des véhicules incendiés et saccagés, des bureaux de la présidence et des UFR vandalisés. À l'origine des tensions, selon des sources interrogées sur les lieux, la non-satisfaction de certaines revendications lancées par les mouvements et syndicats d'étudiants. Notons que le calme est revenu sur le site de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le président Alassane Ouattara s'est prononcé sur ce conflit à l'université. Sa déclaration. Nous avons été informés de manifestations d'étudiants. Je crois savoir que la raison essentielle était que les étudiants souhaitent ne pas libérer le campus pour les Jeux de la francophonie, mais je suis surpris parce que cette décision a déjà été prise par le gouvernement, que nous considérons que les Jeux de la francophonie doivent se faire ailleurs que sur le campus de Cocody. Donc je pense que peut-être cette information n'a pas encore été communiquée. Mais j'aurai l'occasion, bien sûr, d'approfondir ces questions. Et le gouvernement, dès mercredi prochain, annoncera les mesures qu'il faut pour avoir une paix durable et vraiment que les étudiants, dans leur grande majorité,
avec tous les investissements qui ont été faits, puissent travailler et étudier dans les meilleures conditions et dans la paix. Les autorités académiques et administratives de l'université ont, elles, appelé à l'apaisement. Le lundi 18 juillet 2016 au matin, aux environs de 8 heures, le territoire de l'université Félix Houphouët-Boigny a été le théâtre d'événements forts, violents, qui ont entraîné des blessés graves et des dégâts matériels importants. Les autorités académiques et administratives souhaitent un prompt rétablissement à tous les blessés et expriment leur compassion à tous ceux qui ont subi un quelconque désagrément. Elle rappelle que le gouvernement, qui a toujours été attentif aux problèmes de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, s'attelle à trouver des solutions idoines aux problèmes posés par les étudiants. C'est pourquoi ces autorités appellent à l'arrêt immédiat des violences sur le campus et à une reprise des activités académiques et pédagogiques. Fait à Abidjan, le 19 juillet 2016, les autorités académiques administratives de l'université Félix Houphouët-Boigny. Sur le plan sécuritaire, des agressions ont été enregistrées récemment dans les bars et autres lieux publics d'Abidjan. Le mode opératoire utilisé est le même, agression en bande et à l'arme blanche. Les populations s'interrogent sur l'identité de ces malfrats. Qui sont-ils? S'agit-il de délinquants mineurs communément appelés microbes ou au contraire de véritables bandits adultes? Sur les traces des nouveaux gangsters, le grand angle de Michel Diré. Sur la piste de danse, personne. Et sur les banquettes, de rares clients. Au platine, le disque jockey essaie d'amuser la poignée de fêtards sans grand succès. La discothèque peine à retrouver son ambiance de ses folles nuits depuis son attaque il y a quelques semaines par une bande de nouveaux types de voyous. On a tous été dépouillés, vraiment c'était quelque chose de très désagréable et très déplorable. La vidéo de cette agression a fait le tour de la toile. Une vingtaine de personnes blessées, certaines grièvement, comme Lorraine, la serveuse du bar qui a failli perdre un œil. Dès qu'il te voit, il ne cherche pas à négocier avec toi, donne-moi ce que tu as ou pas. Il commence à te macheter. Cette nuit-là, à quelques centaines de mètres plus loin, une deuxième boîte de nuit est attaquée par le même gang, toujours dans la commune de Marcory. À l'intérieur de la discothèque, nous retrouvons une victime qui a souhaité témoigner de manière anonyme, encore traumatisée par les coups de machette reçus au dos. Si elle n'a pas esquivé la machette, c'est mon visage. Je ne sais pas où ça allait prendre, mais vraiment, elle n'est pas vive. Parce que mon regard que j'ai donné, les visages que j'ai vus, ce n'étaient pas des personnes qui étaient là pour sourire. Et puis, ce n'étaient même pas des enfants. D'après les témoignages, les agresseurs ne sont pas les célèbres délinquants mineurs appelés communément microbes, mais plutôt des gangsters plus âgés qui n'ont pas hésité à s'en prendre à Ismo, attaqué malgré son imposante corpulence. Un coup de poignard à quelques centimètres du cœur, lui aussi est formel. Ces criminels-là étaient là pour tuer. Qu'elles viennent là, c'est pas pour jouer. Moi, j'ai vu ça. C'est parce qu'il était fort, et puis Dieu m'a aidé aussi, il faut dire la vérité. Face à ces nouveaux gangsters, la riposte policière, avec plusieurs centaines de policiers mobilisés tous les soirs. Objectif de ces patrouilles, comme ici à Abobo, éradiquer ce nouveau type de banditisme. C'est une autre forme de délinquance qui sévit et c'est orchestré par des individus âgés de plus de 20 ans, 30 ans et qui usent également des machettes, usent de couteaux, de gourdins pour agresser, pour attaquer les gens, les domiciles et voler.
Les hommes du commissaire Yoboué sont sur la piste de ces gangsters le long de la voie ferrée. Un de leurs repères prisés pour la consommation de drogue. Ces zones-là, c'est des fumoirs à ciel ouvert. Hein. Dans la nuit, vous allez voir des jeunes gens. S'il n'y a pas de présence des policiers, des jeunes gens qui sont alignés tout au long des rails et qui consomment la drogue. Et c'est après la consommation de la drogue qu'ils vont maintenant dans les quartiers pour agresser, pour attaquer les domiciles. Ici, le quartier. Ici, c'est Marley. Vers 2 h du matin, le commissaire Yoboué arrive au quartier Marley, où plusieurs individus sont déjà retenus et certains fouillés. C'est la drogue, non? Des policiers qui finissent par tomber sur une grosse prise. Ça, c'est ce qu'on appelle les mèches. Ça, c'est la pipe. La pipe à eau. Donc, on installe une boulette du hashish ici. Et puis, on met le feu juste en bas. Et on brûle. Ils aspirent maintenant la fumée. Au même moment, à Yopougon, un autre dispositif de sécurité quadrille le quartier. Bon courage, continuez. On l'a indiqué plusieurs fois, notre mission, c'est de rassurer la population. C'est pour cela qu'on nous paye. On va dedans là-bas. Même consigne, traquer ces nouveaux gangsters, détruire leur lieu de consommation de drogue. Plusieurs de ces fumoirs sont détruits, mais ici, pas d'arrestation. L'absence des renseignements fournis par les riverains plombe l'action des policiers. La population ne collabore pas. Et ça, c'est un de nos gros problèmes. Quand on arrive, personne ne parle. Et ça permet aux délinquants de s'évanouir dans la nature. Si les agresseurs sont des adultes, où sont donc passés les délinquants mineurs appelés communément microbes? Certains ont été arrêtés et font l'objet de poursuites judiciaires. D'autres continuent de sévir de façon isolée. Plusieurs d'entre eux ont cependant tourné le dos à la délinquance. À quelques kilomètres d'Abidjan, nous retrouvons à Bonois une trentaine d'ex-délinquants mineurs. Beaucoup ont changé. Ils ont leur caprice, mais ils ne sont pas dangereux depuis qu'ils sont là. Ils ne sont pas dangereux. La preuve, pendant le carnaval, on leur a donné la permission d'aller au village Popo. Ils sont allés regarder le défilé et dans la ville, personne ne s'est plaint jusqu'à présent. C'est serré. Ensuite, il faut faire le calage de l'allumeur. Après une prise en charge psychosociale, ils sont formés à la mécanique et à la couture. 65 cm pour la taille, pour le bassin, 95 cm là-bas. Après ici, est-ce que tu penses que tu vas changer? Oui, par la grâce de Dieu. Je vais changer par la grâce de Dieu. C'est des enfants qui sont beaucoup turbulents, qui ne suivent pas trop les cours. Et la plupart d'eux, c'est la langue maternelle, ils parlent en classe. Donc ça nous a fatigué les débuts. Mais après, on s'est adapté et ça va. Vous pensez qu'il y a de l'espoir? Oui, il y a toujours de l'espoir. Quand on veut, on peut. De l'espoir à Bonois pour les ex-délinquants mineurs. Pendant ce temps, à Abidjan, la traque des nouveaux gangsters se poursuit. 3500 agents de la police nationale sont mobilisés dans le cadre de l'opération Épervier pour venir à bout des criminels. En 2 mois, 3072 personnes suspectes ont été interpellées. 60 font l'objet de procédures judiciaires. Sur la trace des nouveaux gangsters, un sujet de Michel Digré. Dans le domaine agricole, intéressons-nous à l'Assemblée générale ordinaire de la coopérative agricole de Tutunda, du Haut-Sassandra, dans le département de Zoukoukbe. La coopérative veut se mettre au service du développement local. Elle vient de poser la première pierre d'un bâtiment de 3 salles de classe et d'un bureau d'instituteur. Honorine Anigori. La coopérative agricole Tuntunda de Grebe, sous-préfecture située sur l'axe d'Aloa-Diokwe, a tenu son assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2015-2016. Au centre de la rencontre, le bilan moral et financier de cette coopérative, jugé positif au dire du président du conseil d'administration, Karim Bandé, et du directeur Noël Kofi. Pour preuve, ils ont mentionné plus de 2 millions de kilogrammes de cacao vendus pour un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards de francs CFA
et 37 623 kg de café vendus pour un chiffre d'affaires de plus de 27 millions de francs CFA. Il faut ajouter à cela les primes de certification et de coopératives qui ont été distribuées aux producteurs, ce qui porte le bilan financier à un excédent de plus de 12 millions de francs CFA. Notons que cette coopérative a été classée 3e au plan national lors de la journée nationale du chocolat et du cacao à Yamoussoukro. La cérémonie s'est achevée par la distinction de 5 meilleurs producteurs de la coopérative agricole de Tuntunda, par la pose de la première pierre d'un bâtiment de 3 classes et d'un bureau d'un coût global de 29 millions de francs CFA à Gregbeu. Des actions sociales ont été également posées dans d'autres localités. Gestion des feux de brousse dans le parc national de la Comoé. L'Office ivoirien des parcs et réserves de Bondoukou est en pleine réflexion. Comment mettre en place une politique de gestion efficiente des feux de brousse? Norbert Seyi et Thérèse Yoboué. Situé au nord-est de la Côte d'Ivoire, le parc national de la Comoé fait partie des plus grands parcs d'Afrique de l'Ouest. Ce parc, qui contient une grande diversité d'espaces animaux sauvages, est confronté à diverses agressions, notamment braconnage, destruction de la flore, feux de brousse. Afin de trouver des solutions à ces phénomènes, mais spécialement aux feux de brousse, une réflexion vient d'être initiée par les responsables de l'Office ivoirien des parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Nous devons savoir que les feux de brousse et la savane sont deux éléments inséparables. Si on veut maintenir la savane, il faut maintenir la mise à feu. Mais ce qui est important, c'est de savoir à quel moment il faut mettre le feu. Cette réflexion va permettre de mener des stratégies de gestion des feux de brousse, de renforcer les capacités des comités villageois de lutte contre les feux de brousse et d'impliquer les associations des éleveurs dans la mise en œuvre de cette stratégie. Nous, de la périphérie, protéger le parc et si jamais il y a du feu. Maintenant, il est question pour nous de bien gérer et d'aller aussi, ce qu'on appelle, de bien faire les activités du feu, tel que sera indiqué par le gestionnaire. Pour les responsables de l'OIPR, la mise en œuvre de la stratégie de gestion des feux de brousse dans le parc et sa périphérie va contribuer à la protection et à l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines. Quant aux responsables administratifs, ils souhaitent la mise en œuvre effective de cette stratégie pour la préservation du parc national de la Comoé. Autosuffisance en protéines animales de la Côte d'Ivoire. La Fédération nationale des producteurs de bovins et le ministère des Ressources animales et halieutiques sillonnent les zones de production. L'objectif est d'atteindre une production de meilleure qualité. Soro Corona et Kwadju Kwame. En dépit de son climat tropical favorable à l'élevage, la Côte d'Ivoire peine toujours à satisfaire sa consommation nationale en protéines animales. La production locale de bovins ne couvre que 46% des besoins nationaux. Le pays importe donc plus de la moitié de ses besoins en viande de bœuf et 88% de ses besoins en produits laitiers. Pour améliorer le secteur de l'élevage, la Côte d'Ivoire s'active sur le terrain. La Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire sillonne les zones propices à la pratique de cette activité en vue de créer les conditions de l'autosuffisance en matière de viande de bœuf. L'autonomie en production bovine passe par l'organisation des acteurs de la filière. Après la région de la Maraoué, les producteurs de la Bagoué ont échangé avec les membres de la fédération. Au centre des échanges, le recensement des propriétaires de parcs à bétail, la transhumance, la formation pour une meilleure production et les récurrents conflits agriculteurs-éleveurs. Je suis à la tête de cette société coopérative afin de développer l'élevage et sauver les éleveurs, éviter beaucoup de conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. La Fédération nationale des producteurs de bovins de Côte d'Ivoire a également abordé les questions de la modernisation et de la professionnalisation de la filière. Action pour intéresser la jeunesse à ce métier rentable. La professionnalisation et la modernisation de la filière restent des défis majeurs que veut relever le ministre des Ressources animales et halieutiques. Dans l'actualité internationale, 4 blessés graves après une attaque à la hache dans un train en Bavière, dans le sud de l'Allemagne.
Un jeune réfugié afghan de 17 ans, auteur de l'attaque, a été abattu par la police. L'organisation État islamique a revendiqué l'attaque. Son drapeau a même été retrouvé dans la chambre de l'agresseur. Voilà, merci de rester avec nous sur RTI 1. Très bel après-midi à vous.